Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du concept de neutralité axiologique, c'est-à-dire de neutralité morale. On dit toujours que le discours scientifique, pour qu'il soit vrai, il doit être neutre axiologiquement, il doit être neutre moralement. C'est-à-dire que le discours scientifique doit décrire le réel sans juger si c'est bien ou mal. Je vous ai mis ici la photo de Max Weber parce que cette expression de neutralité axiologique, disons qu'on la doit à Max Weber. Et à côté, je vous ai mis deux petites définitions que je vais essayer de développer dans cette vidéo. Donc, définition de neutre. Donc, c'est quelqu'un qui ne prend pas parti à un conflit. Il est impartial, il ne prend pas parti. Il est désengagé, donc il n'est pas engagé dans le conflit. Il est objectif, donc il ne fait pas qu'exprimer sa subjectivité, son point de vue subjectif. L'axiologie, c'est un mot donc, composé de deux étymons, axio et logos. Axios ou axio, ça veut dire valeur, les valeurs morales, les valeurs politiques, le bien et le mal, etc. Et logos, donc c'est le discours, c'est la raison, etc. L'axiologie, c'est le discours sur les valeurs morales, politiques, religieuses, etc. Donc c'est tout ce qui touche au bien et au mal, au bon, au mauvais, au juste, à l'injuste, etc. Donc la neutralité axiologique que doit posséder le discours scientifique pour être réellement scientifique, c'est cette neutralité morale, c'est-à-dire que le discours scientifique, pour être rationnel, doit décrire, constater le réel sans dire si c'est bon ou mauvais. J'aimerais commencer avec vous par la neutralité politique. On en parle en cas de conflit armé. C'est typiquement la situation d'un pays qui ne participe pas à une guerre, qui s'abstient, il y a une abstention de prendre parti. Donc il ne prend pas parti, il est impartial. Il est en dehors, donc, il est à l'extérieur du conflit, il est à l'extérieur des hostilités. On peut dire par comparaison que le sociologue ou l'intellectuel, s'il veut être neutre, il doit être impartial, il doit être objectif en analysant les luttes de classe, tout en restant à l'extérieur des luttes de classe, sans prendre parti pour une classe ou pour une autre classe. Il ne doit pas s'engager, il doit être désengagé. Il ne doit pas s'engager pour les pauvres ou pour les riches, pour les bourgeois ou pour le prolétariat, pour les classes dominantes ou pour les classes laborieuses. Le sociologue neutre doit se désengager en gardant une position de spectateur impartial des conflits de race, de classe, de genre, de sexe, etc. Donc il doit être neutre, objectif et impartial dans son analyse des conflits qui traversent la société. Donc le sociologue ou l'intellectuel qui cherche la neutralité axiologique, qui cherche la neutralité morale, doit s'abstenir, il y a une abstention, il doit s'abstenir de soutenir telle ou telle classe, tel ou tel groupe. S'il prend parti, il est partial. S'il s'engage, donc s'il intervient dans les conflits sociaux, on dira qu'il n'est pas neutre, qu'il n'est pas impartial. On dira qu'il n'est pas un vrai sociologue, on dira que c'est un faux sociologue, que c'est un idéologue, un militant de droite ou de gauche, un sociologue de droite ou de gauche, en fonction de ses prises de position. Donc, le sociologue devrait, théoriquement, idéalement, se comporter comme une zone neutre dans un conflit armé ou un pays neutre qui ne prend pas parti entre les belligérants. Le sociologue est une zone neutre entre les classes sociales en lutte, par exemple. Donc ici, on oppose l'idée de prendre parti partial à l'impartialité, l'engagement au désengagement, l'intervention dans les conflits à l'abstention d'intervenir dans les conflits. Donc il y a un télescopage ici entre le politique et le scientifique, entre le savant qui étudie le monde et l'homme politique qui cherche à agir sur le monde, à le modifier, à le transformer, à le réformer. Donc pour être neutre et objectif, on doit faire de la science une activité neutre,
différente de la politique, où il y a des partis, justement, il y a des partisans, il y a des adhérents, des militants. À chaque parti politique prend parti, s'engage dans le conflit politique pour prendre le pouvoir de l'État. Le sociologue, lui, doit donc rester plutôt froid, sans passion, détaché, désengagé, sans émotion, sans intérêt particulier. Il doit être rationnel, objectif, euh, sans, euh, sans affect. Le sociologue, il doit être froid. Pourquoi? Parce que la froideur ici de l'intellectuel est opposée à la chaleur des émotions qui nous poussent à agir, à prendre parti. Par exemple, les émotions de colère ou d'indignation pourraient nous déterminer à prendre parti pour les plus pauvres, les plus opprimés, pour les migrants, etc. Or, pour être scientifique, objectif, on doit rester froid et neutre, en tout cas d'après une certaine conception de la science. C'est la même chose pour la passion, qu'on oppose habituellement à la raison. Il y a une phrase chez Spinoza qui dit la chose suivante, ne pas juger, ne pas maudire, ne pas admirer, mais comprendre. Donc il faut chercher à comprendre rationnellement la société, à la comprendre scientifiquement, mathématiquement, moré géométrico, comme dit Spinoza, c'est-à-dire de façon géométrique, sans passion, sans haine, sans amour, sans admiration, sans affect. Le sociologue ne doit pas non plus avoir d'intérêt, il doit être désintéressé s'il a des intérêts particuliers. Ses idées, ses théories seront biaisées, elles seront fausses. Ce seront des idées idéologiques, justement, qui cachent des intérêts en les justifiant. C'est le concept même d'idéologie chez Karl Marx. L'idéologie, ce sont ces valeurs bourgeoises, soi-disant universelles, mais qui cachent et qui justifient les intérêts de la bourgeoisie, la propriété privée des moyens de production, etc. Pensons par ailleurs aux scientifiques qui sont payés par des industriels pour démontrer que leurs produits, les produits des industriels, sont inoffensifs. On voit tout de suite ici le problème. Les scientifiques ici ont intérêt, parce qu'ils sont payés par les industriels, à dire que ces produits sont très très bien, etc. Donc, le sociologue, lui, il pourrait avoir néanmoins des intérêts cachés, implicites, inconscients, qui sont liés à son origine culturelle, raciale, sociale, à son genre, à son sexe, etc. Donc, il doit donc objectiver ses intérêts. Il doit en prendre conscience, il doit les neutraliser justement. Pour être neutre, il faut neutraliser, éliminer théoriquement nos affects, nos passions, nos intérêts liés à notre appartenance de race, de classe, de genre, de sexe, etc. On parle par ailleurs justement de sexe neutre, intersexué, qui n'est ni homme ni femme. Et là, on voit que la question de genre et de sexe pose la question de la neutralité axiologique, parce que la plupart des textes sur les femmes, sur le féminisme, sur les mouvements féministes, etc., sont écrits par des hommes. Et donc, avec ce biais masculiniste ou avec ce biais masculin, avec ce biais générique ou de genre, il faut apprendre à neutraliser, à maîtriser, à objectiver. Pour avoir cette neutralité, il faut apprendre donc à être objectif, impartial, désengagé, détaché, sans passion et sans intérêt, comme je viens de le dire. La question néanmoins est la suivante. Est-ce que c'est possible d'être neutre? Ou est-ce que c'est impossible? On est toujours engagé, même sans le savoir. Est-ce qu'on peut se débarrasser de sa classe et des intérêts de classe? Est-ce qu'on peut se débarrasser de sa race, entre guillemets, de sa culture et de ses intérêts liés à son origine de race? Est-ce qu'on peut se débarrasser de son genre, masculin, féminin ou autre, et neutraliser les intérêts qui sont liés à notre appartenance de genre, par exemple? Est-ce qu'on peut se débarrasser de ses affects, de ses valeurs personnelles, de ses valeurs morales, de ses valeurs politiques, de ses valeurs religieuses, quand on fait de la science? Est-ce que le scientifique, en entrant dans son laboratoire, il laisse dehors toutes ces valeurs particulières, religieuses, morales, etc. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, axiologique est synonyme de valeur, de morale, d'éthique, de bien, de mal, de mauvais, etc. Je reviens à cette idée que j'avais évoquée tout à l'heure, que la neutralité axiologique, c'était à peu près synonyme de neutralité morale. Ça signifie que le discours scientifique décrit
le monde sans le juger. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce mot de description. Qu'est-ce que c'est que décrire le monde? Qu'est-ce que c'est que cette science qui décrit le monde sans le juger moralement, sans dire si c'est bien ou mal, sans prendre parti, en s'abstenant de faire des jugements moraux, des jugements de valeur. Ici, je vais opposer les faits et les valeurs, le réel et l'idéal, le réel et les désirs aussi, et les intérêts, et les jugements de fait aux jugements de valeur. La sociologie, pour être une science, doit produire des jugements de fait et pas de jugements de valeur. La sociologie propose des constats objectifs, neutres, elle ne propose pas un idéal social, des normes morales à atteindre ou à suivre. Et surtout, le sociologue ne doit pas prendre ses désirs pour la réalité, c'est-à-dire qu'il doit neutraliser ses désirs pour produire des constats qui ne soient pas chargés émotionnellement. Il doit rendre compte du réel, l'expliquer, le prédire si c'est possible, l'expliquer par des causes ou par des lois universelles, mais sans jugement moral. Par exemple, le sociologue peut établir le constat statistique que les enfants de la bourgeoisie, qui possèdent beaucoup de capital culturel, réussissent mieux scolairement que les enfants des classes populaires, qui, eux, ne possèdent pas de capital culturel familial. Donc c'est un constat neutre, scientifique, académique, rationnel, universel, objectif, impartial, tout ce qu'on veut. La loi ou les causes qui expliquent ce constat, c'est la loi selon laquelle le capital va au capital. Bourdieu appelle cette loi aussi le principe de conservation de l'énergie sociale. Les parents cultivés transmettent leur savoir, leur capital culturel à leurs enfants, qui donc réussissent leur scolarité très facilement, parce que la culture scolaire est identique à la culture bourgeoise. Ce que l'enfant de la bourgeoisie apprend à la maison, il le retrouve à l'école, ce qui fait qu'il est comme un poisson dans l'eau. La culture scolaire, donc, est identique à la culture bourgeoise, à la culture légitime. Les enfants des classes populaires n'ont pas de parents cultivés, ils n'ont pas de capital culturel, bourgeois, légitime, donc ils échouent massivement à l'école. Donc, le sociologue doit constater, expliquer par les causes, par des lois, il peut prédire le futur avec des probabilités, des statistiques, mais sans jugement moral, sans jugement éthique, sans jugement de valeur, il doit dire ce qui se passe sans dire si c'est bien ou mal. Je vais faire un parallèle encore une fois avec la politique. On dit, par exemple, que l'État républicain, entre guillemets, est laïque, parce qu'il est neutre, c'est-à-dire que l'État n'est pas un État chrétien, un État juif, un État musulman, ce n'est pas un État religieux, ce n'est pas une théocratie, mais une démocratie, ou plutôt une oligarchie. Mais enfin, l'État est neutre, impartial religieusement, il ne salarie ni ne subventionne aucun culte. L'État ne prend pas parti pour telle ou telle religion, enfin officiellement ou théoriquement. De même, le sociologue ne prend pas parti pour telle ou telle religion. Il ne prend pas non plus parti pour tel ou tel système politique. Le sociologue ne peut pas se permettre d'être communiste ou capitaliste, d'après, encore une fois, une certaine conception de la science. Il n'a pas le droit d'être de gauche ou de droite. Il doit être au-dessus, en surplomb, neutre, impartial et objectif, comme l'État surplombe les religions, sans prendre parti pour aucune d'elles. Ainsi, les sciences sociales doivent produire des discours descriptifs et non prescriptifs. Donc, on oppose ici le descriptif et le prescriptif. Descriptif, ça signifie tout simplement description. On décrit le monde tel qu'il est objectivement, sans le juger moralement. Le prescriptif ici signifie tout simplement prescrire, prescrire un idéal, prescrire ce qu'il faut faire, donner des ordres, commander, prêcher un idéal, prêcher une vision du monde, chercher à transformer le monde selon ces prescriptions, selon cet idéal prescrit. C'est l'idée, par exemple, de l'expert, d'un expert en politique, etc., qui recommande aux hommes politiques ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour réformer la société. C'est l'idée de l'expert en général, c'est quelqu'un qui fait passer tout simplement ses préjugés pour de la science, c'est-à-dire qu'il fait passer des prescriptions pour des descriptions.
Donc le jugement du sociologue est un jugement de fait, un constat, on l'a vu. C'est un discours descriptif, ce n'est pas un discours moral, prescriptif ou normatif. Le discours normatif, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que le prescriptif. C'est un discours qui fournit des normes à suivre, un idéal à réaliser. C'est un discours qui ne décrit pas le monde, mais qui cherche à le transformer, à le réformer. Donc, pour résumer, on oppose dans les discours, en général, le discours constatif, qui constate son jugement moral, et le discours normatif. On oppose le discours qui décrit le réel à un discours qui propose plutôt un idéal. On oppose les discours descriptifs qui décrivent de façon neutre et impartiale à des discours prescriptifs qui sont des discours engagés moralement, engagés politiquement, et qui peuvent aussi être engagés religieusement. Ce sont des discours qui prescrivent donc des visions du monde à réaliser. On oppose ainsi le constatif, le discours qui constate son jugement moral, au discours aussi qu'on appelle performatif. Ici, sur le performatif, je vais aller très vite parce que je reviendrai certainement dessus dans une autre vidéo. Le discours performatif, pour aller vite, c'est le discours d'ordre. C'est le fait de donner des ordres, de faire des promesses. C'est tout ce qui ne décrit pas le monde, mais qui tend à changer le monde, à transformer le réel. Donc on a à peu près des mots synonymes. Ici, c'est idéal, normatif, prescriptif, performatif. Tout cela signifie à peu près la même chose. Ce sont des jugements de valeur qui ne décrivent pas, encore une fois, le réel, mais qui cherchent à le modifier. Maintenant, j'en viens au cœur de ce que je voulais dire. Je voulais vous dire que les sociologues, ou le champ sociologique, c'est-à-dire tous les sociologues de France ou tous les sociologues du monde, ne sont pas d'accord entre eux sur le fonctionnement de la société. Ils n'ont pas les mêmes théories, les mêmes méthodes, les mêmes idées. Par exemple, il y a des sociologues qui pensent que les classes sociales existent et qu'il y a une lutte des classes. Il y a d'autres sociologues qui défendent l'idée qu'il n'y a pas de classe sociale, qu'il n'y a pas de lutte des classes, il n'y a que des individus libres, responsables, rationnels, il n'y a que des individus qui sont des homo economicus, qui cherchent les meilleurs moyens pour atteindre leurs objectifs, qui cherchent à maximiser leur bonheur, leur utilité, des homo economicus qui passent leur temps à faire des calculs coûts-bénéfices, etc. Ce désaccord entre les sociologues est difficile à accepter. Il faut noter que la sociologie est la dernière des sciences. Elle n'existe que depuis un siècle à peu près. Donc les sociologues se comparent systématiquement, souvent, aux autres sciences qu'on appelle les sciences de la nature. Les sociologues se comparent aux mathématiques, aux sciences de la nature qui ont fait des progrès extraordinaires. Donc il y a un effet de domination des sciences de la nature sur la sociologie. Et certains sociologues sont soumis à cette domination, qui ne l'objectivent pas, qui ne l'analysent pas, eh bien, ils n'arrêtent pas de singer les sciences de la nature, par exemple, en fabriquant de façon artificielle et fausse des sociologies mathématiques, des sociologies qui empruntent des concepts aux sciences de la nature. Bourdieu appelle cela l'effet Gerschenkron ou Gerschenkron. C'est le fait que la sociologie soit partie trop tard, c'est-à-dire par rapport aux autres sciences, pousse les sociologues à instrumentaliser les sciences de la nature, les mathématiques, pour faire passer leurs préjugés et leurs fantasmes pour de la science. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de théories complètement fumeuses. Ce sont des théories où il y a beaucoup du racisme, du sexisme, du mépris de classe, etc., mais qui sont habillées dans un langage mathématique, dans le langage des sciences de la nature. Donc, c'est l'idée que pour être vraiment scientifique, il faut, en gros, apprendre tout cet appareil mathématique, tout cet appareil des sciences de la nature. Sinon, on n'est pas scientifique. Par ailleurs, cet effet Gerschenkron, il a eu aussi d'autres conséquences. C'est que dans les années 50, on a eu 3 sociologues, en gros, qui ont dominé le champ sociologique mondial. Je les nomme, les 3 sociologues, Lazarsfeld, Merton et Parsons. Bourdieu les nomme la triade capitoline, en référence aux 3 divinités romaines. Donc ils ont essayé de faire un peu illusion, de faire croire en gros à tout le monde qu'il y avait un consensus en sociologie. En gros, comme ils sont d'accord entre eux, eh bien la sociologie est une science,
Parce que quand on y réfléchit, c'est important d'avoir un accord entre les scientifiques, entre les sociologues, d'avoir un consensus entre les sociologues. Parce que certains sociologues pensent qu'en mathématiques, en physique, il y a un accord, il y a un consensus, c'est ce qui fait la scientificité de ces sciences. C'est-à-dire que on croit qu'il y a un consensus sur les théories, sur les méthodes scientifiques utilisées, etc. L'autre idée, c'est que ça, vous le lirez souvent chez les intellectuels conservateurs, ils vous diront il n'y a pas de maths de droite, il n'y a pas de mathématiques de gauche, il n'y a pas de physique de droite, il n'y a pas de physique de gauche, il n'y a pas de chimie de droite, pas de chimie de gauche, il n'y a pas de sciences de droite ou de sciences de gauche. Pour eux, le fait que les sociologues ne soient pas d'accord, eh bien, ça signifie que la sociologie n'est pas une science. Parce qu'ils estiment que la science est définie par un accord, par des conventions, par un consensus sur les théories, sur les méthodes, sur certains faits, etc. Or, il faut savoir qu'il n'y a aucun consensus dans aucune science. Chaque science est un champ de force et un champ de lutte pour le monopole de la violence symbolique légitime. Chaque scientifique prétend détenir la vérité et cherche à l'imposer aux autres, à en tirer des profits. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de neutralité ici, morale, il n'y a pas de neutralité axiologique, on ne peut pas neutraliser ses affects, ses intérêts, parce que chaque scientifique est engagé dans la lutte en fonction justement de sa position dans le champ, en fonction de ses intérêts, de son origine sociale, de son parcours scolaire, etc. Ça, c'est la première chose. C'est l'idée que les sociologues ne sont pas d'accord entre eux, donc qu'il y a une lutte et que cette lutte est forcément n'est pas neutre. Cette lutte signifie qu'on n'est pas neutre, qu'on est engagé dans la lutte et donc il n'y a pas ce désengagement, soi-disant, qui est nécessaire pour qualifier une science. La deuxième chose, c'est que le champ sociologique, c'est la même chose, mais je développe. Le champ sociologique est un champ de force et un champ de lutte. Chaque sociologue ou chaque clan sociologique, entre guillemets, a ses ancêtres, ses totems, il a son point de vue, il lutte contre les autres clans sociologiques pour imposer son point de vue. Donc les sociologues qui défendent par exemple l'individualisme méthodologique, comme les sociologues qui font partie du clan de Raymond Boudon, quand je dis clan, ce n'est pas péjoratif, c'est pour dire justement un groupe de recherche ou un laboratoire de recherche en sociologie. Tous ceux qui suivent la théorie de Raymond Boudon de l'individualisme méthodologique, selon laquelle il n'y a pas de classe sociale, il n'y a que des individus, les individus sont rationnels, même s'il y a quelques biais cognitifs, quelques erreurs de raisonnement. Les individus, pour comprendre les phénomènes sociaux, il faut d'abord comprendre les raisons des individus, etc. Tous ces sociologues vous diront que Bourdieu est un militant gauchiste, ils vous diront que Bourdieu est un idéologue marxiste, ce n'est pas un scientifique. Mais les bourdieusiens vous diront que les autres, tous les boudoniens, ceux qui suivent Raymond Boudon, sont des idéologues de droite qui cherchent à justifier les inégalités sociales, ils sont au service de la bourgeoisie, ce ne sont pas de vrais sociologues. Donc chaque clan sociologique reproche à l'autre de ne pas être neutre, de ne pas être objectif, de ne pas être rationnel, de ne pas être vraiment scientifique, vraiment sociologique. Donc, dans le champ sociologique, il y a une lutte pour savoir ce que c'est que la sociologie. Il y a une lutte pour savoir qui est sociologue et qui ne l'est pas. Les sociologues s'insultent entre eux, ils se traitent de tous les noms pour justement imposer une certaine définition de la sociologie, une certaine définition de la vérité en sociologie. Donc chacun prétend être neutre et objectif, chacun voit midi à sa porte, pourrait-on dire, chacun pense que lui est un vrai sociologue et que les autres sont engagés, idéologues, militants, non scientifiques, ils ne sont pas neutres, ils sont partiaux, ils prennent parti pour telle ou telle classe, etc. Je finirai cette vidéo, qui est déjà très longue, par donner mon point de vue, parce qu'il me semble que seule la sociologie de Bourdieu est scientifique. C'est la seule science, c'est la seule sociologie vraiment rationnelle, neutre, objective et impartiale, parce qu'elle non seulement elle permet de comprendre les autres sociologues, elle permet de comprendre le champ sociologique, elle permet de comprendre l'espace social, mais elle permet du même coup de comprendre le sociologue lui-même, qui est à l'intérieur du champ de la sociologie. C'est une science, c'est une théorie extrêmement puissante parce qu'elle vous permet de comprendre les autres, mais aussi de vous comprendre vous-même à l'intérieur de ce monde social qui est un champ de force et un champ de lutte. Bourdieu écrit la chose suivante.
Il dit: parfois je me demande si la seule vérité que l'on puisse proférer sur le monde social n'est pas que le monde social est l'enjeu d'une lutte pour la vérité. Donc, on pourrait dire, pour caricaturer Bourdieu, il n'y a pas de vérité sociale, mais il y a une lutte sociale pour la vérité. Chacun lutte pour donner sa propre définition de la vérité, pour le monopole de la définition légitime de la vérité. Donc, on ne peut pas être neutre si on est engagé dans la lutte, quel que soit le champ où on est, si on est dans le champ sociologique, dans le champ philosophique, dans le champ journalistique ou dans le champ industriel, bon, quel que soit le champ, on ne peut pas être neutre. Enfin, je parle surtout des champs de production culturelle, c'est-à-dire des champs où on produit des discours comme le champ journalistique, le champ littéraire, etc. On ne peut pas être neutre parce qu'on a des intérêts. On a des intérêts, on a une origine sociale, de race, de genre, etc. Mais le seul moyen d'être neutre, pour le coup, le seul moyen d'être objectif, c'est de s'objectiver soi-même, c'est-à-dire de prendre conscience de ses propres intérêts, de son inconscient social, de retourner contre soi-même les outils de la sociologie pour se comprendre soi-même, pour s'auto-analyser, pour s'auto-objectiver. C'est ce que Bourdieu appelle la réflexivité. Cette réflexivité, évidemment, est beaucoup plus forte encore quand on est nombreux à discuter, chaque sociologue réfutant les autres, chacun essayant d'objectiver l'autre, jusqu'à ce qu'idéalement on puisse prendre conscience de son inconscient ou de l'implicite, disons, qui détermine nos points de vue. La réflexivité est un travail collectif qui implique tous les sociologues dans cette lutte pour la vérité sur le monde social.